à tous, merci d'être avec nous cet après-midi et merci à nos invités de nous accorder leur confiance. Leur nom ne vous dira peut-être rien et pourtant les hommes et les femmes que je reçois aujourd'hui ont tous provoqué un énorme tapage médiatique. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec notre première partie intitulée « Un parfum de scandale » et faire la connaissance de Pascal Rostin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous raconter votre histoire. Quel est le sens de votre présence parmi nous aujourd'hui ? Le sens, c'est que je suis journaliste et je collabore depuis maintenant 36 ans à un magazine, le magazine français, même le magazine européen le plus diffusé. Et c'est vrai que la particularité de ce magazine est, depuis sa création, depuis l'après-guerre, de révéler, de faire des couvertures qui ont évidemment fait parler d'elle et qui ont révélé des histoires. Vous savez, je suis journaliste, le Graal de ce métier, c'est quand même de révéler une histoire. Le poids des mots, le choc des photos. On n'en dira pas plus. Très bien. Donc, si je comprends bien, vous êtes à l'origine d'une histoire retentissante que vous avez révélée. Oui, alors c'est vrai que je suis à l'origine de pas mal de couvertures de ce magazine et pas mal de couvertures dont on a évidemment beaucoup parlé. Quelles sont vos plus grosses coupes ? Les plus connus du grand public, des lecteurs et des lectrices, c'est évidemment l'affaire Mitterrand-Mazarine. Après, ça a été l'histoire entre Cécilia Sarkozy et Richard Attias, les premières photos de Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy. Enfin, toutes les couvertures qui ont fait vendre le magazine et qui ont été reprises dans les médias du monde entier. C'est vrai que j'en ai fait pas mal. Mais maintenant, vous ne photographiez plus que des amis ou vous continuez à faire à faire des planques ? Je me suis un peu assagi. Et pour vous dire la vérité, c'est vrai qu'à l'époque où on a commencé, nous faisions partie de l'environnement des célébrités. Et les gens que nous photographions à l'époque s'appelaient Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot, Richard Burton, Liz Taylor, Steve McQueen. C'était d'une élégance incroyable. Nous avions une attitude élégante vis-à-vis de ces gens-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me retrouver. Quand je regarde les unes des magazines dits populaires ou de la presse people, je déteste ce mot, j'ai du mal même à les reconnaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle petite starlette de la télévision qui fait une émission de télé-réalité ou un footballeur avec 2 neurones devient une célébrité. Moi, j'ai beaucoup de mal à me reconnaître, ayant eu la chance de rencontrer, de pouvoir croiser, photographier et de temps en temps devenir proche des gens dont je vous parlais. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer dans votre métier ? La révélation. Mais alors, sans hésitation, c'est évidemment la révélation. C'est le but de tout journaliste. On nous le reproche souvent. Moi, on m'a reproché énormément ma proximité avec le couple présidentiel, aussi bien Hollande que Valérie, mais surtout Carla et Nicolas. Il se trouve que Carla, je l'ai connue, elle avait 17 ans. On est très très proches. Mais pour un journaliste, de pouvoir filmer, photographier ou écrire l'intimité d'un couple présidentiel, je suis désolé, c'est une chance extraordinaire. Mais vous savez, la presse française, nous sommes avant tout des Gaulois. C'est-à-dire qu'on n'est jamais content. On n'était pas content quand Claude Chirac nous fermait l'accès à la vie privée du président. On n'était pas content, enfin la presse n'était pas contente à partir du moment où le président Sarkozy en donnait trop. Voilà, je veux dire, on n'est jamais content. Mais le plus important, c'est de garder son libre arbitre. Oui, mais par moments, ça provoque des ravages, vos révélations. C'est pas toujours agréable. Vraiment, on raconte des histoires d'amour quelques semaines avant qu'elles soient officielles. Nous, les histoires qu'on a toujours publiées n'ont jamais créé de ravages médiatiques. Quand on révèle l'histoire de Mitterrand-Mazarine, est-ce qu'on la révèle réellement ou est-ce qu'elle était connue ? Elle était évidemment connue parce que... Non, elle était connue du milieu journalistique. Jean Darnalier en avait parlé. Oui, enfin, elle était connue quand même d'un tout petit milieu. François Giroud avait écrit... Mais le grand public ne savait pas tout ça. D'accord, mais est-ce que François Mitterrand nous a donné son aval ou pas ? C'est le plus important. Il n'a pas dit, il n'a pas interdit la publication en tout cas. Exactement, parce que le public doit savoir. D'abord, le plus important, est-ce que le public a le droit de savoir ou seulement le petit milieu journalistique dont vous parliez tout à l'heure ? Je pense que le plus important, c'est le respect de son lecteur, de sa lectrice, de vos téléspectateurs, de vos téléspectatrices. Et je pense que le public a le droit de savoir. Ce que le public ne sait peut-être pas, c'est que la presse en France, il y a 3 principes. Il y a la loi de 1881. Il y a l'article 9 du Code civil 1970, coïncidence, 70, juste après les révélations de Claude Pompidou, enfin, ça doit être une coïncidence. Et l'article 9 était plutôt bien foutu, il disait « chacun a le droit à l'intimité de sa vie privée ». Et ce dont personne ne parle, vous ne me contredirez pas, parce que j'ai été condamné, l'article 226, le nouveau Code pénal 94, qui correctionnalise l'article 9. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France, qui est le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté d'expression, est le seul pays au monde qui peut envoyer un journaliste en prison
pour avoir filmé, photographié ou écrit la vérité. Moi, j'ai été condamné, et je peux vous assurer que la première fois, c'était en 96, et c'était avec 2 directeurs de la presse de Caniveau, c'est-à-dire Serge July, Christine Ockrent, l'Express et Libération, pour des photos de Carlos, pas le chanteur, hein. Carlos, le terroriste. On avait osé photographier un terroriste dans la prison, et on a été condamné, j'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Je préfère de loin le système anglo-saxon, où on ne vous condamne uniquement si ce que vous publiez est faux. En France, on vous condamne systématiquement si ce que vous publiez est vrai. On peut savoir comment vous avez touché pour la photo de Mazarine? Eh bien, paradoxalement, beaucoup moins que les gens ne l'imaginent. On a vendu cette photo 350 000 francs, ce qui est certes beaucoup d'argent, ça fait 50 000 euros, mais par rapport aux conséquences et à la publicité de cette couverture et aux ventes du numéro, c'est vrai que c'est pas forcément les scoops les plus connus qui rapportent forcément le plus d'argent. Lesquels rapportent le plus d'argent alors? C'est toujours la même chose qui intéresse le monde entier, c'est-à-dire en dehors de l'Hexagone, c'est-à-dire la famille royale d'Angleterre, la famille princière monégasque et les grosses stars américaines. La famille monégasque, ça intéresse le monde entier? Le monde entier. J'avais fait en 82 Caroline de Monaco avec un tennisman qui s'appelait Guillermo Villas à Hawaï. Ouais. 57 couvertures dans le monde. Incroyable. Donc ils connaissaient, au Pérou, ils connaissent la famille de Monaco, mais ils ne connaissaient pas François Mitterrand, ils ne savaient pas où était la France et encore moins Monaco. Je vais saluer monsieur Patrick Cale. En ce qui vous concerne, c'est totalement involontairement que vous êtes retrouvé au cœur d'une affaire dont tous les Français se souviennent. De quelle affaire s'agit-il? Il s'agit de l'affaire Festina, à savoir donc le dopage, à l'époque c'était le dopage présumé au sein d'une équipe. De coureur cycliste. Le cyclisme. Alors, quel a été votre rôle dans cette affaire? À l'époque, j'étais juge d'instruction. Ouais. J'étais juge d'instruction depuis 1990. Et donc, ça a été déclenché en 1998. Ça a duré jusqu'à l'an 2000. Alors, il y a des juges d'instruction qui se réjouiraient justement de traiter d'affaires médiatiques. Pas vous, apparemment. J'ai jamais contrairement à certaines personnes, être sur le devant de la scène. Je suis très respectueux de la vie privée des autres et j'entends qu'on respecte la mienne. Bon, vous êtes bien, ça va là aujourd'hui? Vous êtes à l'aise sur ce plateau de Oui, télévision? oui, je suis à l'aise. Ça n'a pas l'air. Vous savez, c'est comme le vélo, il faut commencer. Quelles ont été donc les répercussions pour vous là, cette affaire Festina là? Donc, ça s'est passé comment? Comment vous avez été alerté? Pardon, excusez-moi, j'ai bafouille. J'étais alerté parce que tous les jours, quand j'étais de permanence, je descendais au parquet pour voir quelles étaient les affaires en cours. Et là, un de mes collègues m'avise qu'on vient d'interpeller à Ronc, dans le nord de la France, le soigneur de l'équipe en question, au volant d'un véhicule qui contenait des produits dopants et stupéfiants. Donc cette personne est déférée au parquet. Le parquet ouvre une affaire d'information. À l'époque, on ne pouvait pas ouvrir une affaire de dopage, c'était une affaire de produits de trafic de stupéfiants. Donc lorsque mon collègue annonce cela, je me dis en moi-même, oh là là, parce que je sais que le Tour de France est une institution en France, que même selon Roland Barthes, fait partie des mythologies au même titre que la déesse. Donc je me suis dit, il va y avoir un certain emballement médiatique. Alors c'était en quelle année ça? En 1998, c'était peu de temps avant que l'équipe de France de football ne gagne la Coupe du Monde. Qui étaient les coureurs vedettes dans cette équipe? Il y avait Richard Virenque, il y avait Laurent Basson, me semble-t-il. Alors, on va revenir plus en détail sur cette affaire Festina et nous replonger dans ce scandale à travers des images d'archives. Et puis, nous allons découvrir à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui. Un juge sur la touche, c'est le nom du reportage que nous vous avons consacré. C'est derrière ces murs du palais de justice de Lille que pendant 7 ans, Patrick Cale a officié en tant que juge d'instruction. Il y a traité plus de 2000 affaires. À me retrouver devant ce lieu, pour moi, chargé de mémoire personnelle, j'ai l'émotion qui me saisit à la gorge. Il y a tellement de souvenirs qui ressurgissent. Ce que vous voulez, j'ai l'impression d'avoir perdu... avec ce qui s'est passé par la suite, 7 ans de ma vie, gâchés. Si Patrick a tout perdu, c'est qu'il y a 16 ans, il a décidé de s'attaquer à un mastodonte, le monde du cyclisme professionnel. L'étau se resserre aussi autour des dirigeants du cyclisme français. Le président de la Ligue de cyclisme professionnel a été lui aussi mis en examen aujourd'hui par le juge lillois chargé du dossier. C'est pour complicité de facilitation et usage à autrui de produits dopants
que Richard Virenque a été mis en examen par le juge lillois Patrick Keil, qui instruit l'affaire Festina depuis juillet 98. L'affaire Festina, tout le monde s'en rappelle. Elle marque la découverte du dopage dans le cyclisme. Derrière ces mises en examen, Patrick Keil. Ce juge, alors inconnu, va mettre à mal plusieurs coureurs du Tour, dont la star du cyclisme, Richard Virenque. Pendant des semaines, l'affaire Festina fait la une de l'actualité. Mais Patrick Keil est loin d'imaginer que tout cela va à ce point faire scandale. Quand David s'attaque à Goliath, il faut parfois s'attendre au pire. Pour Patrick, cette histoire a été trop lourde à porter. Suite à l'affaire Festina, j'ai tout perdu. C'est une véritable descente aux enfers, dans la mesure où j'ai divorcé, j'ai perdu mon travail, j'ai plongé dans l'alcool de façon importante et maintenant je ne perçois plus que le RSA. 16 ans après les faits, sa vie n'est plus du tout la même. Un peu gêné, il finit par accepter que l'on vienne chez lui, afin que l'on comprenne à quel point cette histoire lui a coûté. Ceci est mon appartement où j'habite depuis janvier 2014. Ainsi que vous pouvez le constater, c'est petit, mais ça me convient tout à fait. 8 mètres carrés, juste de quoi mettre un lit, une table et les nombreux livres qui lui permettent de s'évader. Malgré tout, Patrick garde en lui une volonté d'avancer. J'espère rebondir, par fierté déjà, et en outre par la volonté de ne plus me laisser abattre. Si presque tout son entourage lui a tourné le dos, Patrick n'est pas seul. Il lui reste quelques amis de longue date, comme Jean-Michel. Comment ça va? Quelle ponctualité, pile à l'heure. Je vous ai promis de le ramener, je le ramène. D'accord. Hein? Ça va bien? Ça va bien, oui, et vous-même? Bah, ça va. Lorsqu'ils se sont connus, Patrick était encore juge. Alors pour Jean-Michel, le voir dans cette situation est toujours un déchirement. À l'époque où nous étions voisins, il venait tous les matins prendre le café chez moi. Donc je lui ai rabâché tous les matins qu'il fallait absolument qu'il se reprenne, qu'il change de vie, qu'il change d'horizon, que la vie n'était pas finie à son âge, qu'il n'y avait pas que la magistrature sur Terre, et que ça pourrait faire un très bon enseignant, un très bon documentaliste. C'est un type extraordinairement cultivé qui ne mérite pas de vivre la vie qu'il vit actuellement. Je me dis, après mon expérience, heureusement que j'ai des amis comme Jean-Michel. Heureusement qu'il est là, parce que sinon la vie serait pas simple. C'est à lui maintenant de faire le petit pas qui manque. J'espère qu'un jour il y aura le déclic. Voilà. J'ai envie de reconstruire, ne serait-ce que pour avoir une chance que 18 ans de magistrature et 11 ans de droit ne soient pas mis à la poubelle comme cela. Témoignage terriblement douloureux, Patrick. Une réaction en découvrant ces images? Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs professionnels. Des souvenirs professionnels parce que ce qui est intéressant dans l'instruction, c'est qu'en fait, ou même au niveau du parquet, même au barreau, c'est que vous rencontrez toute une foule de gens qui ont également toute une histoire à raconter. Vous touchez du doigt, malheureusement, la misère humaine, vous touchez du doigt la souffrance, et puis c'est très, c'est très valorisant pour soi. Vous, devenir juge d'instruction, ça a toujours été une vocation? Depuis l'âge de 18 ans. Bac plus 11? Bac plus 11. Dès lors que je suis rentré à la faculté de droit, je me dis il faut que je devienne magistrat. Pourquoi? Parce que j'avais des icônes. Je suis né en 1963 et dans les années 70, 80, 85 même, il y a eu le juge Renaud, le juge Michel, le juge Boulouk, qui ont été jusqu'au bout de leur conviction. Peut-être la recherche de la vérité, c'est ce qui m'a guidé. En plus de ça, je souffre d'un complexe d'infériorité. Je ne suis pas très grand, j'ai les oreilles décollées, je ne suis pas spécialement beau. Et donc j'ai tout investi dans le droit, dans la carrière, dans la profession. Pas pour faire carrière, mais dans la vocation de magistrat. Je suis fils d'ouvrier, je me suis fait à la force du poignet. J'ai perdu ma mère alors que j'avais 18 ans. Et donc j'ai travaillé de l'âge de 19 ans jusqu'à ce que je devienne magistrat pour payer mes études, même si mon père m'aidait. Donc je me suis fait à la force du poignet. Pour moi, la magistrature ou ma profession, c'est une armure. Je ne suis pas je n'exprime pas mes émotions.
Donc pour moi, c'était une armure. J'ai du mal à Vous avez exprimer. dû ressentir énormément d'injustice Vous savez, dans la mesure si où je vous n'aviez pas disais grand-chose que à vous reprocher. Si je disais que je ne croyais plus à la justice, ça serait déjà une certitude, et ça, c'est trompeur. Est-ce que vous pensez? Vous savez, toutes les personnes qui ont dit « je crois à la justice dans mon pays », ça ne leur a pas porté chance. Aussi bien les hommes politiques que des personnes médiatiques. Donc, ça faisait 5 ans que vous exerciez quand cette affaire vous est arrivée? 8 ans. 8 J'ai ans. commencé en 90. Quelle était votre réputation dans le métier? On disait quoi de vous? J'étais un psychorigide, très dur, mais je pense, ou j'ai l'impression d'avoir été juste, parce que contrairement à ce qu'écrivait La Fontaine, selon que vous seriez puissant ou misérable, les justices de cour vous rendront blanc ou noir. Moi, j'appliquais le même tarif, si j'ose dire, pour tout le monde. Quelle a été votre première réaction en découvrant l'affaire? Une certaine appréhension. Une certaine appréhension parce que c'est une affaire importante. Et comme toutes les affaires importantes, il ne faut pas la louper. Et toujours aller jusqu'au bout de la vérité. Vous savez, je ne comprenais pas pourquoi la magistrature, ou j'avais l'impression que la magistrature donnait les pouvoirs aux substituts, aux juges d'instruction pour aller dans des quartiers, on va dire, difficiles, aller à la chasse aux petits revendeurs de drogue, et pourquoi elle ne peut pas toucher à une institution. Vous savez, la justice, j'ai l'impression qu'elle peut briser des hommes, mais elle ne peut jamais s'attaquer à un système. Alors, justement, donc vous vous êtes attaqué à ce gros dossier et quand vous avez commencé à instruire cette affaire, vous avez reçu des lettres de menaces, J'ai reçu des lettres de d'insultes. menaces, des lettres d'insultes. Vous étiez dans quel état d'esprit, vous? Mais disons que, entre guillemets, dans ma bulle, j'ai dit bon, c'est un dossier comme les autres. J'ai instruit ce dossier-là. Donc déterminé, quelles que soient les menaces, quelles que soient les pressions. J'ai même eu des conseils amicaux de la part de personnes, d'autres magistrats, qui étaient, Vous en dites quoi? qui étaient au niveau supérieur, qui m'avaient demandé, par exemple, même lors de conférences de presse, de laisser les coureurs finir le tour, de ne pas inquiéter les autres équipes, d'attendre à la fin du tour pour continuer. Et d'un accord commun avec les enquêteurs, je me suis dit quelle image aurait la justice si, à la fin du Tour de France, on apprenait qu'un champion, et surtout s'il s'agit d'un champion français, était dopé. Je pense que la justice aurait été ridiculisée. Alors, après 2 ans de polémique, le procès a eu lieu. Comment s'est-il terminé? Alors, à part le grand champion français, l'ensemble des personnes que j'ai renvoyées devant le tribunal ont été condamnées en première instance. Je sais que certains d'entre eux ont fait appel, mais vous savez, pour moi, c'était un dossier terminé. C'était un dossier qui m'a coûté, parce que j'avais sollicité la mutation à l'île de la Réunion. Et phénomène très rare pour un magistrat, j'ai appris uniquement 1 semaine après que je ne partais pas. Alors que j'avais résilié mon bail, que j'avais... Vous pensez que c'était lié? Qu'on vous faisait payer? J'avais d'être allé au bout de ce J'avais dossier? l'impression que c'était lié. Mais vous avez l'impression que vous en avez la certitude? Vous savez, une impression, c'est des fois une certitude. Parce que, bon, j'ai appris ultérieurement que ce n'était pas ma qualité qui était en question, mais on m'a dit c'est pas opportun. Alors quand on vous dit qu'une nomination n'est pas opportune, que lorsque 1 semaine après vous obtenez une mutation en tant que substitut à Carcassonne, donc on peut se dire que c'est quand même... C'était une humiliation pour vous, ça? Pour moi, ça m'a dévalorisé. Ouais. Et ça m'a rouvert mon complexe d'infériorité, parce que j'avais le sentiment d'avoir, somme toute, bien œuvré dans ce dossier-là. Ça a eu des répercussions, familiales, parce que mon épouse... Alors, vous étiez dans quelle situation familiale, justement, à ce moment-là? J'étais marié, j'ai été père de 3 enfants. Mon fils était né en 97, donc il avait 3 ans, et mes 2 jumelles avaient 1 an. Donc nous comptions partir à La Réunion pour nous ressourcer, partir un peu de tout tout ce tapage, cette pression hiérarchique, de refaire notre vie. Et là, tout s'écroule. Donc vous avez craqué, en fait, quand vous avez compris qu'on vous faisait payer d'être allé au bout? Quand j'ai eu le sentiment qu'on me faisait payer mon travail, j'ai fait une première faute, c'est que j'ai fait une dépression. Et donc j'ai commencé à mélanger alcool, médicaments. Le ressourcement est arrivé à Carcassonne. Ça a duré 3 ans. 3 ans où, en fait, j'avais vraiment les fonctions d'un procureur de la République.
Vous allez nous raconter après, mais dans quelques instants, nous découvrons le témoignage d'Antoine qui lui aussi s'est retrouvé au cœur d'un scandale. Mais d'abord, voici quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Vous n'avez jamais souhaité devenir mère, mais maintenant que vous n'êtes plus en âge d'avoir un enfant, vous regrettez ce choix de vie. Vous avez toujours privilégié votre carrière et lorsque vous avez enfin voulu fonder une famille, il était trop tard. Après plusieurs avortements, vous avez finalement ressenti le désir d'être mère, mais vous n'avez jamais réussi à retomber enceinte. Votre conjoint voulait un enfant, mais vous avez toujours refusé et depuis qu'il est décédé ou qu'il vous a quitté, vous vivez dans le regret. Vous n'avez jamais voulu avoir d'enfant, mais depuis que vous êtes ménopausée, vous songez à adopter. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous à notre site internet. Nous sommes de retour sur le plateau de Toute une histoire. Les invités que je reçois aujourd'hui ont un point commun, loin d'être anodin. Ils se sont retrouvés au cœur d'un scandale. Antoine, bonjour. Bonjour. Quel est votre point commun avec Patrick? C'est vrai que nous sommes juristes tous les deux. J'allais dire, moi j'ai bien tourné, non je rigole. Je suis avocat et c'est vrai que les études de droit, c'était extrêmement touchant son témoignage parce que ça peut arriver très rapidement, ce genre de descente aux enfers. Le moindre faux pas ne pardonne pas. Alors en 2007, vous avez été sollicité par un client un peu particulier. Il s'agissait de quoi précisément? Alors un client un peu particulier, en fait, qui va avoir une association d'aide aux victimes. Cette association trouve ce dossier un peu curieux et décide de me confier le dossier. Je vois arriver des cartons sur mon bureau. Je regarde un petit peu et je vois je découvre l'histoire de cette personne. Père de famille, marié, 2 enfants, un travail, une vie ordinaire quasiment banale. Sauf que pour son plus grand malheur, on lui diagnostique une maladie de Parkinson alors qu'il a une quarantaine d'années. Donc un diagnostic chez quelqu'un de jeune. C'est une maladie invalidante, très grave, qui va progresser. Mais heureusement, on lui trouve un traitement, et c'est un traitement redoutablement efficace. Sauf que ce traitement, ce qu'on ne lui a pas dit, et en particulier le laboratoire, c'est que ce traitement peut entraîner des effets indésirables particulièrement graves. Des effets qui sont peu courants, qu'on n'imagine pas. Quel genre? C'est très simple. Le jeu pathologique, donc une personne qui n'a jamais joué, et qui progressivement, avec l'augmentation de la posologie, va commencer à jouer sur Internet, jouer au casino, va dépenser toute sa fortune, va vendre les jouets des enfants, vendre tous les objets qu'elle peut avoir, va voler ses proches pour nourrir cette pulsion, cette envie de jouer tout le temps, tout le temps. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est l'hypersexualité. Alors, ça peut faire sourire, et puis c'est pas forcément parlant quand on parle de ce terme-là, mais c'est une sexualité complètement désinhibée, où la personne va multiplier toutes les pratiques, les partenaires, voire sur des côtés déviants, sur des côtés répréhensibles. Et donc cette personne a malheureusement pour elle ces 2 comportements. Et on ne l'avait pas du tout alerté sur les effets secondaires du médicament? Absolument pas. Et moi je vois débarquer ce dossier, ma première réaction, je pense, est assez naturelle, c'est que j'éclate de rire. Je n'y ai pas cru un seul instant. Je me suis dit, oui, c'est ça, bien sûr, un médicament qui entraîne ce genre d'effets indésirables. En fait, Juste, il s'en est rendu compte à quel moment il a fait le lien entre ses pratiques et le fait qu'il soit devenu un homme, un autre homme, un homme différent. À quel moment a-t-il fait le lien entre ce qu'il était devenu et la maladie et le traitement? C'est une descente aux enfers, un petit peu comme celle que vous avez vécue, parce que plus il avançait dans le temps, plus financièrement il tombait dans un gouffre extraordinaire. Moralement, il se rendait bien compte qu'il n'était plus le même homme. Et il est passé par des tentatives de suicide, jusqu'à une tentative de suicide qui le conduit à une hospitalisation. Et là, il y a un dossier un peu bizarre quand même. Un médecin passe par là et tout de suite fait le rapprochement entre le médicament et les troubles du comportement. Il décide d'arrêter le traitement et en quelques semaines, il redevient le bon père de famille, la personne raisonnable qu'il a toujours été. Et sa femme était toujours là? Sa femme, elle est extraordinaire, son épouse, elle est toujours restée à ses côtés. Elle a toujours dit, et même aujourd'hui, je savais bien que ce n'était pas le mari que j'ai épousé, l'homme que j'ai épousé. Je savais qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une cause à ce changement de comportement. Et elle est restée jusqu'au bout. Extraordinaire. Alors, malgré le peu de preuves dont vous disposiez, vous avez pris la défense de cet homme.
est-ce que vous aviez conscience de l'ampleur de la tâche qui vous attendait? Heureusement que non. Rétrospectivement, heureusement que non. Le dossier, il y avait pas mal d'éléments, il y avait des expertises, etc. Je me suis dit, bon, on va creuser. Il semble qu'il y a quelque chose quand même. Donc il y a eu un gros travail pour constituer le dossier. Plus j'avançais dans le dossier, plus je me suis rendu compte que dans les années 90, c'était déjà connu. Pourtant, on regardait les notices, il n'y avait rien indiqué. Si, il y avait quelque chose indiqué. Le laboratoire avait indiqué augmentation de la libido. Donc le laboratoire était formidable et il a réussi à faire passer un effet indésirable pour un effet recherché. C'est magique, c'est du marketing, ça s'appelle. Sauf que ce n'était pas une augmentation de la libido, c'était vraiment de l'hypersexualité avec toutes les déviances associées. Est-ce que vous avez hésité avant d'attaquer un énorme labo? Bizarrement non, parce que j'ai toujours cette devise qui peut paraître un peu idiote, même pas peur. On risquait quoi? On allait attaquer, bon, peut-être qu'avec le recul, je réagirais différemment. On attaquait un immense laboratoire. On risquait quoi? De perdre le dossier. C'est tout. Celui qui avait plus à perdre, c'est le laboratoire. Ouais. Et puis on s'est dit, mais il faut tenter. Vous n'avez pas eu peur d'être victime de certaines pressions? Non, victime de pression, il faut le signaler, aucune. J'avais confiance dans la justice de mon pays. Parfois, on peut faire confiance quand on lui donne, voilà, quand on lui donne les outils. Parfois, ça marche et ça marche très bien. Non, pas peur. Ce que j'ai découvert quand même, c'est la puissance matérielle financière des laboratoires, qui, bien sûr, c'est pas la puissance financière d'une personne qui est déjà surendettée. Et j'ai vu en face de moi une armada de personnes extrêmement compétentes qui ont mis la barre très haut. Ouais. Mais un peu de courage. On va poursuivre avec la deuxième partie de notre émission que nous avons intitulée Le feu aux poudres et on retrouve Pascal, le seul de nos invités à chasser le scandale. Et pour cause, c'est l'un des paparazzis les plus célèbres de France. Votre métier fait l'objet de nombreux fantasmes et flirte parfois avec les limites de la légalité quand même. Quelle devise vous a accompagné tout au long de votre carrière? Les devises... c'est est-ce que le public a le droit de savoir? Et pour moi, le seul respect que j'ai, c'est sur le public et sur nos lecteurs et sur nos lectrices. Voilà. Est-ce qu'on doit être les seuls à partager un secret? Vous savez, quand il y a eu cette révélation de Mitterrand-Mazarin, la presse dans son ensemble en France a condamné cette révélation. Ça a été hallucinant de voir à quel point notre magazine a été vilipendé par nos confrères. Ce qui était amusant, c'était les réactions quelques jours plus tard du Financial Times, du Wall Street Journal, enfin de la presse du monde entier qui disait mais qu'est-ce que c'est que ce pays des droits de l'homme, cette presse française qui se prétend être la presse libre, le pays de la liberté d'expression, qui ose reprocher à un de leurs confrères de révéler une histoire. Imaginez-vous la même histoire aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans n'importe quelle démocratie, évidemment qu'elle serait publiée. De quel droit nous devons, nous taire et ne pas révéler au public ce genre d'histoire? Vous êtes prêt à tout pour avoir un scoop? Je suis prêt à tout. Je suis prêt à beaucoup de choses. Je suis prêt surtout essayer d'être le seul. Évidemment, la chance, c'est d'être au bon endroit au bon moment. Donc prêt à tout. Après, évidemment, il y a les limites. On a commencé à en parler tout à l'heure. C'est quoi les limites? Les limites, c'est aussi elles nous sont fixées par les gens que l'on photographie. Par la décence et souvent par l'indécence des gens que nous photographions. Donc peut-être que nos limites... On devrait, la justice, les magistrats, les avocats, un peu s'interroger de temps en temps sur les gens qui portent plainte systématiquement pour obtenir des dommages et intérêts exonérés d'impôts. Avec le recul, aujourd'hui, quel regard vous portez sur votre carrière? Je referais exactement la même chose, mais évidemment beaucoup mieux, parce que je serai au courant en avance de toutes les histoires et pourrais être le seul à les révéler. Donc là, vous êtes sur un gros coup, là, par exemple, en ce moment? Ah non, mais alors attendez, vous savez, il y avait à l'époque de la Prohibition un concurrent d'Al Capone, je vous assure, regardez sur Internet, son vrai nom c'était Santo Traficante. C'était son nom de famille, Santo Traficante, donc qui sévissait pendant la Prohibition en Floride, et il disait lorsque 3 personnes sont au courant d'un secret, cela veut dire que tu dois en faire abattre 2. Sophie, je ne vais pas vous dire sur quoi je suis. Vous avez réussi à construire une vie de famille avec cette vie délirante? Oui, j'ai 2 petites filles, 2 petites chippies adorables qui ont 18 et 20 ans. Elles vont très très bien. Il y en a une qui commence à faire des photos en tant que top modèle et l'autre qui suit un peu son papa, c'est-à-dire qu'elle glande énormément.
Qu'est-ce qu'elles écrivent à profession, qu'est-ce qu'elles ont écrit, parce qu'elles sont peut-être plus à l'école, à profession du père sur leur copie? Journaliste. Journaliste. On a la Elles même mettent pas carte de paparazzi. presse. Mais ça les amuse, ça les amuse. Vous savez, quand on a eu la chance, nous on a connu une époque où c'était plus l'ambiance Dolce Vita, vacances romaines, c'était totalement différent. Et c'est vrai que vous avez raison. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus agressif. Aujourd'hui, on est plus dans le constat d'adultère. Et nous, c'est vrai qu'on a eu la chance de photographier des gens qui étaient des icônes incroyables et révéler des histoires qui, je vous assure, étaient plus des histoires d'amour que des histoires d'adultère. Donc. Arrêtez de me désigner comme ça, c'est assez désagréable. Ah non, je vous désignais que sur les histoires d'amour. Patrick, nous l'avons vu tout à l'heure dans le reportage que nous avons consacré. Vous avez connu une chute vertigineuse après avoir instruit l'affaire Festina. Témoignage bouleversant que le vôtre tout à l'heure. Vous nous avez confié que l'humiliation que vous avez subie a réactivé tous vos complexes. Et vous en parlez comme ça ouvertement, donc c'est assez touchant. À quel point cette affaire vous a-t-elle secoué? Disons que j'ai eu le sentiment d'être trahi, parce que j'avais choisi la magistrature comme une vocation, et j'ai appris à mes dépens qu'il ne faut jamais confondre vocation et profession. J'ai eu le sentiment que la justice, ça ne correspondait plus du tout à ce pourquoi j'avais travaillé. Et ce d'autant plus que, je le raconte dans mon ouvrage du barreau au barreau, j'ai emprunté un ascenseur qui était réservé au personnel, aux avocats, aux collègues magistrats. Et en sortant de cet ascenseur, il y a un policier qui me dit « Monsieur, vous avez un crachat dans le dos ». Alors je n'en avais pas en entrant dans l'ascenseur, et j'en avais un en sortant. Donc j'ai le sentiment que j'étais jalousé, mais franchement, si c'était à refaire, je ne ferais pas l'affaire Festina. Je ne ferais pas l'affaire Festina. Vous refuseriez de le faire? Je refuserais, surtout à l'heure actuelle, parce que... On a le droit de refuser une affaire non, mais bon, on peut traîner les pieds, quoi. Ou alors on peut suivre les conseils amicaux des supérieurs, quoi. Et j'ai connu la justice dans les années 90. Et je m'aperçois, je ne sais pas si maître, vous allez me contredire, que la justice, elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé parce qu'il y a une forte pyramide des âges. C'est-à-dire que la pyramide des âges, vous voyez, une grande base, et au fur et à mesure, pour monter dans la hiérarchie, c'est de plus en plus petit. Mais comme à un moment donné, il y a des jeunes magistrats qui ont une quarantaine d'années, qui ont 40, 50 ans, et qui veulent à tout prix être calife à la place du calife, donc... il peuvent arriver que certains d'entre eux ferment les yeux pour préserver leur carrière. Alors, jusqu'où vous êtes allé dans cette période difficile? Vous nous dites que vous êtes tombé en dépression, donc ça veut dire que vous avez pris certainement des médicaments et peut-être abusé de certaines substances? Non, j'ai abusé de l'alcool, j'ai sombré dans l'alcool. Je buvais quand même 1,5 litre de whisky par jour. J'ai eu des conduites compulsives d'achat. Donc la descente en enfer a vraiment commencé à Montpellier. À Montpellier, parce que quand j'étais nommé substitut du procureur de la République, alors qu'on savait très bien que j'avais un divorce très difficile, on m'a attribué le contentieux post-divorce, à savoir contentieux pénal post-divorce, à savoir non-représentation d'enfants, abandon de famille. Donc comme je ne faisais plus la différence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, ça a accentué ma descente aux enfers, ma prise d'alcool. Et est-ce que vous êtes fait aider, là, psychologiquement? Non. Vous savez, vous me semblez avoir été très seul dans cette période-là? J'étais très seul. Et vous savez, il est très difficile, compte tenu de mon problème d'affectivité, d'accepter la main, quand bien même aurait-elle été tendue. Mais vous feriez vous isoler? Oui, je m'isolais. De toute façon, et vous enfoncez? Je m'enfonçais jusqu'au jour où... Vous n'aviez pas d'amis autour de vous qui vous tendaient pas dans la le main? milieu de la magistrature. Mais en dehors? En dehors, si, mais vous savez, comme écrivait Victor Hugo, la moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. Et d'ailleurs, j'ai donné des conseils à une personne qui n'a pas suivi ses conseils. Bien sûr, il m'a aidé financièrement, j'ai des juridiquement, il me donnait des conseils. Il n'a pas suivi ses conseils, il s'est retrouvé en détention provisoire. Et pour essayer de se sortir de là, il m'a dénoncé à la magistrature. Donc j'étais mis en examen, j'étais placé en garde à vue en août
Vous avez sombré dans l'illégalité. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Disons que je donnais des conseils. Vous savez, donner des conseils moyennant un billet de train pour aller chercher mes enfants, moyennant un repas, moyennant un verre, je faisais sauter des procès-verbaux. Donc voilà, donc tout est ressorti à la surface. Et j'étais tellement pris dans mon maelstrom alcoolique que les policiers ont trouvé des preuves. J'avais conservé des procès-verbaux d'amende, des PV de stationnement. Donc, et comme j'ai reconnu ma faute, j'ai été placé en garde à vue en août 2008. Donc voilà, donc je vais à la maison d'arrêt de Cesse, à côté de Toulouse. Je reste du 15 août au 5 septembre. Ensuite, je suis envoyé à la santé et j'y reste jusqu'au 10 novembre 2008. Qui est-ce qui a stoppé ou qu'est-ce qui a stoppé cette spirale infernale? Disons que ça a été la maison d'arrêt. C'est-à-dire que là, vous avez arrêté de boire? Comme j'ai arrêté de boire, voilà. Donc il y a également une chose, c'est qu'avec l'ami qu'on a vu sur le reportage, j'ai trouvé comme catharsis d'écrire un livre. Et donc ça m'a permis d'expulser tout ce que j'avais en moi. Et d'ailleurs mon ami me disputait parce qu'il a dit, mais toujours pareil, tu parles des affaires, tu parles de ta profession, mais tu parles pas assez de toi. Mais j'ai toujours eu du mal à parler de moi. Comment on vous a perçu en prison? J'étais dans le quartier dit VIP. En fait, le quartier VIP, c'est simplement... Le seul avantage, c'est que nous sommes séparés des autres détenus. Nous avons des heures de sortie précises, mais la contrepartie, c'est qu'on ne peut pas avoir d'activité. Et là, j'étais dans un quartier où il y avait des policiers, il y avait même un ancien préfet de Corse, pour ne pas citer l'île. Voilà, mais j'ai eu plus le sentiment d'avoir une compassion parmi mes co-détenus qu'au sein de la profession que j'avais fréquentée pendant 18 ans. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Vous dites quoi? J'ai traversé tout ça, qu'est-ce que vous en tirez de tout ça? Est-ce que vous avez trouvé un sens à tout ça? Ou vous êtes toujours aussi détruit? Je suis, vous savez, quand vous êtes 18 ans de magistrat, que vous passez 3 mois en détention, la prison, c'est pas fait pour reconstituer. C'est pas la meilleure solution. Vous faites quoi aujourd'hui? Je suis alors officiellement rédacteur documentaliste. Le problème, c'est que je travaille à la mission et que la seule source de revenus, c'est le RSA. Donc, j'essaie de trouver des personnes qui ont besoin de mes services, rédacteur documentaliste. Sinon, je ne reste pas chez moi. Je me promène, je vais voir des amis, voilà. Est-ce que vous vous êtes fait aider depuis? Oui, je suis suivi pour mon addiction alcoolique. Vous avez arrêté de boire totalement? Pas totalement, vous savez. Ça se limite à un verre le midi et un verre le soir. Si vos enfants vous voient aujourd'hui sur notre plateau, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Leur dire qu'en dépit de la séparation, je les aime, que j'espère qu'ils n'ont pas une mauvaise image de leur père. J'espère qu'ils vous entendront et j'espère surtout que quelqu'un ou que des personnes vous tendront la main et vous permettront d'exercer vos talents de juriste. Je vous remercie. J'espère que c'est difficile. On lance un appel à et ceux vous qui savez, nous regardent. j'ai fait 300 demandes d'emploi, mais avec Internet, les personnes tapent mon nom et savent tout mon parcours. Donc, je ne trouverai jamais un employeur privé qui me prendra. Et quand je suis allé à Pôle emploi, ils m'ont dit, vous êtes trop diplômé, on ne peut rien faire pour vous. Mais si, vous allez trouver, mais vous partez un peu... Vous avez une si piètre image de vous que vous partez battu quand même là. Antoine, vous ne pouvez pas l'aider? Si le travail, je crois, est d'abord un travail personnel. Vous avez une image détestable de vous, mais vous avez fait un travail remarquable. Vous avez révélé un scandale, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de juges d'instruction qui auraient été aussi loin. Vous avez dit que vous étiez psychorigide. Non, pour moi, vous étiez un très bon juge et vous avez fait votre boulot. Vous avez fait ce qu'on attendait de vous. Attendez, ça, c'est la première des qualités. C'est pas le sentiment que... Ah oui, mais après, oubliez les collègues et la hiérarchie. Bon, chez les magistrats, c'est un peu particulier. Mais rebondissez, parce que vous avez toutes les qualités pour rebondir. Et puis, vraiment, prouvez-leur, justement. Que vous soyez motivé par ça. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas suicidé, parce que je me suis dit, il serait trop content de moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Papillon, à la fin, quand il s'évade sur un radeau constitué de noix de coco. Il leur dit, je suis encore vivant. Eh ben, vous êtes encore vivant et vous allez leur prouver, justement. Faites-en un moteur.
Alors on va revenir, Antoine, à ce combat que vous avez mené, David contre Goliath, seul contre apparemment un bataillon d'avocats tous plus compétents les uns que les autres qui défendaient les intérêts d'un énorme labo qui commercialisait donc ce médicament pour lutter contre les effets de la maladie de Parkinson. Qui provoquait donc une addiction au jeu et une hypersexualité. À quel moment donc êtes-vous passé à l'attaque ? D'abord, il y a un travail préparatoire. On reçoit le dossier, on voit le client, on écoute son histoire et on rassemble plein d'éléments différents, plein d'éléments médicaux. Et petit à petit, on va se constituer un dossier. On va se constituer une base bibliographique pour essayer de voir s'il y a du vrai derrière tout ça. Et en 2008, on passe à l'attaque. Donc, on attaque le neurologue devant la justice. Combien de temps pour préparer tout ça ? Il y a 1 an de préparation de dossier et après 3 ans de procédure pour arriver jusqu'au résultat. Et pendant 3 ans, ça n'a pas été facile, mais c'est un combat loyal. La justice a fait son travail. Les avocats du laboratoire se sont défendus. Nous, on a essayé de se défendre aussi. Et contrairement à ce que vous indiquiez, moi, j'avais foi, j'ai toujours foi, forcément, parce que j'espère encore être avocat, j'avais foi dans cette justice en me disant, si on lui donne les outils, si on lui donne les éléments, si on est convaincu, ça devrait passer, on devrait être entendu par cette justice. Et on est tombé sur des magistrats qui ont été très à l'écoute, très touchés par l'histoire, et qui, au final, nous ont donné raison. Qui ont dit que ce médicament était bien à l'origine des troubles, que le laboratoire était entièrement responsable, et derrière, une indemnisation pour le patient. Moi, l'indemnisation était quasiment accessoire. Le simple fait de me dire... C'est quoi une indemnisation de quel ordre ? C'est un nombre à 6 chiffres. C'est un nombre à 6 chiffres qui a été multiplié par 2 en appel, puisque le laboratoire a fait appel. Je remercie d'ailleurs encore une fois le laboratoire d'avoir interjeté appel, puisqu'on a pu doubler les indemnités. Donc ça répare pas une vie, ça permet... Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé à la barre ? Alors quand on a plaidé, on était inconsciemment très tranquille. On se disait, le dossier est là, 3 tomes quand même, il fallait un caddie pour transporter le dossier tellement il y avait de pièces. Mais on s'est dit, allez, on joue le va-tout, on y va. Et on y croit. Mais le plus beau moment, c'est lors du délibéré. Alors ça, c'est une émotion, vous avez une meute de journalistes qui est dans la salle. Et quand je les interroge avant le délibéré, on leur pose des questions, ils nous disent on n'y croit pas un clou à votre truc. Et finalement, on gagne. Et là, on a tous les journalistes qui nous regardent en disant mais vous avez gagné. Bah ouais, parfois ça marche. Coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et c'est une joie immense, une joie d'abord pour le client qui se voit consacré dans son statut de victime. C'est une victime avec un laboratoire responsable. Quelle ampleur cette affaire a-t-elle prise par la suite ? On gagne, c'est médiatisé, et là c'est une avalanche de coups de fil, de mails, de témoignages, des courriers, des témoignages qui sont tous plus durs les uns que les autres, où des personnes nous disent merci parce que ce qui est arrivé à mon conjoint, à mon épouse, à ma mère, à mon fils, etc., maintenant j'ai un semblant d'explication et je peux comprendre ce qui lui est arrivé ou ce qu'il est en train de vivre. Et je sais que j'ai une démarche à faire. Je vais aller voir le neurologue, on va changer le médicament, et on peut espérer que ça aille mieux. J'ai eu des témoignages qui étaient extrêmement émouvants. J'en ai compté à peu près 350. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que nous sommes en 2014 et que nous continuons à recevoir toujours des témoignages de personnes qui, en 2014, ont toujours ces effets indésirables parce qu'ils ne sont pas informés. D'un point de vue plus personnel, quelles leçons tirez-vous de cette affaire ? Il faut oser. Il faut oser. Monsieur a parlé de conviction, de vocation. Moi, c'est vrai que ce métier d'avocat, je le fais par conviction. Et le métier d'avocat, c'est pas forcément plaider. C'est aussi, je dis pas ça avec un orgueil déplacé, mais se dire de temps en temps, allez, on va tenter quelque chose sur un dossier. On a peu de chance, mais on va tenter. Et puis, on peut avoir confiance dans la justice. Encore une fois, je dis qu'il faut avoir confiance dans la justice. Ça peut passer et on peut obtenir gain de cause. Donc, c'est cette petite fierté. Et puis, indirectement, la médiatisation a permis aussi de délivrer l'information à un maximum de personnes. Et ça, c'est... C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui ? Exactement. Pour qu'on continue à parler des effets indésirables de ce médicament ? Exactement. Toujours informer. Trop d'informations ne tue pas l'information en matière d'effets indésirables des médicaments. Est-ce que je peux vous demander un service ? Waouh. De tendre la main
et de Ayons confiance dans la l'aider. justice, mais surtout avoir une justice. Et de peut-être lui redonner foi et goût et l'envie de se battre. Oui, il faut. Merci à tous d'avoir eu le courage de venir nous raconter votre histoire.